Évadez-vous, le bien-être commence ici, avec Phytomère. Bonjour à tous, je suis Doriane, journaliste aux Nouvelles Esthétiques et Spa de Beauté, les médias de référence des professionnels de la beauté et du bien-être. Je suis ravie de vous proposer une série de podcasts dédiés à des success stories d'esthéticiennes. À chaque épisode, j'échange avec une esthéticienne qui explique comment elle a réussi, ce qu'elle a mis en place pour que son activité cartonne et sa vision de l'esthétique. C'est l'occasion pour vous de vous nourrir et de vous inspirer du témoignage de chacune. Et pour les plus assidus d'entre vous, n'hésitez pas à vous munir d'un bloc-notes car les bonnes idées et les conseils avisés, c'est ici que vous les trouverez. Bonne écoute! Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Myriam Droguet. Avant de se tourner vers l'esthétique, Myriam évoluait dans le domaine du sport. Portée par sa passion pour la beauté, elle opère une reconversion et découvre un véritable engouement pour les prestations regard lors d'un stage. Aujourd'hui, elle est formatrice, à la tête de son institut Nos Petits Secrets et également juge de concours. Bonjour Myriam, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Doriane. Pour vous, l'esthétique, c'est à la suite d'une reconversion professionnelle que vous êtes dirigée vers ce domaine. Pourquoi ce choix ? Alors, quand j'étais petite, je voulais être masseuse. Je voulais pas être esthéticienne, je voulais être masseuse. Et mes parents ont absolument voulu que j'ai un diplôme général. Donc du coup, je me suis orientée vers ma passion du moment qui était le sport. Donc j'ai eu mon bac général avec ensuite un parcours en STAPS, donc en fac de sport, pour aller dans le domaine qui me plaisait le plus à ce moment-là. Et je suis allée vers l'esthétique parce que j'ai toujours voulu masser. Et avec mon parcours du sport, j'ai fait beaucoup de kiné et beaucoup de massages kiné. Et c'est ça qui m'a ramenée vers l'esthétique. Et donc c'est en 2010 que vous entamez cette reconversion professionnelle. Qu'est-ce que vous avez passé comme diplôme ? Alors, je me suis inscrite dans une école pour passer un BTS, que j'avais déjà un master. Et ça a été très difficile de retourner dans le monde scolaire, parce que j'avais déjà travaillé un peu dans le monde scolaire, dans un monde de filles. C'est important de le dire quand même, c'est difficile le monde de filles. Et donc, du coup, j'ai pas fait mon BTS. Je me suis ensuite redirigée vers un CAP que j'ai passé en candidat libre, mais avec des semaines bloquées en école pour toute la partie pratique. Et ensuite, j'ai passé les diplômes, les formations qui correspondaient au niveau du BTS. Donc, j'ai jamais eu le BTS, j'ai un CAP, mais j'ai le niveau du BTS. Et donc, quelles sont ces formations que vous avez fait en complément du CAP pour avoir un niveau BTS ? Déjà, toute la partie corps. Parce qu'au CAP, il n'y a pas de corps. Donc, toute la partie corps, massage, ce qui m'avait attiré vers l'esthétique à la base. Oui. La seule chose que j'ai pas fait, c'est toute la partie cosméto, parce que ça m'intéressait moins. Mais à l'époque, il y avait cosméto, management, corps, etc. Donc, c'est surtout toutes les parties corps, donc tout ce qui est minceur, jambes lourdes, enfin jambes légères en esthétique, le maquillage, etc. Tout ce qu'on voit pas en fait en CAP, des choses un peu plus poussées. Et c'est ça qui m'a ouvert aussi des portes derrière. Moi, je suis une éternelle étudiante, donc j'ai besoin d'apprendre. Donc ça m'a permis de diversifier, d'aller plus loin que le niveau du CAP. Et quand vous étiez en études, vous saviez déjà un petit peu ce que vous vouliez faire, vers quoi vous vouliez diriger votre carrière dans l'esthétique ? Alors ça a été, moi ma carrière c'est vraiment une histoire d'opportunité et de rencontre. Je pense que c'est vraiment ce que je peux transmettre aux gens. C'est-à-dire que je suis allée dans l'esthétique pour le massage, parce qu'à l'époque il y avait que les esthéticiennes et les kinés qui pouvaient masser. Donc j'y allais pour avoir un diplôme, en gros juste pour me permettre de masser. J'ai découvert tout un monde d'esthétique qui était très loin de mon monde du sport, forcément. Mais pour pouvoir passer mon diplôme, j'ai fait un stage chez une esthéticienne que je remercierai jamais assez de m'avoir ouvert les yeux sur d'autres prestations d'esthétique. Et en fait, surtout sur quelque chose de très précis. Elle faisait des extensions de cils, elle faisait des sourcils, en fait, elle faisait du regard. On était au tout début de ces prestations-là. Et quand je la regardais, je me disais, il y a un truc à faire. Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui est pas assez développé, qui est pas assez précis. Mais c'était en 2010, c'était les tout débuts.
Et ça m'a interloquée. Et étant une éternelle étudiante, j'ai eu besoin d'aller chercher. Je suis quelqu'un qui aime avoir la réponse à ses pourquoi. Et donc, du coup, je suis allée chercher. Je suis beaucoup cherchée sur Internet. Il n'y avait pas encore les réseaux vraiment développés à ce moment-là. Mais YouTube, surtout, les blogs. Et je suis allée surtout me renseigner auprès des Russes. Et c'est là que j'ai découvert tout ce qui était possible dans le regard. Et c'est de là qu'est venue ma passion pour le regard. Et alors, à la suite de vos études, qu'avez-vous fait dans un premier temps pour débuter votre carrière dans l'esthétique? Alors, moi, j'ai changé de région pour faire mes études. Je suis de la région Centre, j'ai déménagé sur Montpellier. Donc, je me retrouvais sans clientèle, sans connaissance, sans rien, donc zéro réseau. J'ai eu très peur de m'installer dans un local au départ là, parce que je me suis dit déjà, est-ce que ça va me plaire? Est-ce que les clientes vont être là? C'est beaucoup de charges, c'est très difficile. Donc j'ai commencé à domicile. Donc avec ma voiture, je me déplaçais chez les gens. À l'époque, c'était plus compliqué de se faire connaître parce qu'effectivement, pas les réseaux sociaux. Le bouche à oreille a beaucoup fonctionné. Et j'ai eu la chance de tomber sur des clientes magnifiques qui m'ont fait une grosse pub, et en 6 mois j'avais fait ma clientèle. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposiez comme type de prestation? Alors, je proposais tout l'esthétique traditionnelle, donc les épilations, les soins visage. Avant de faire mon CAP esthétique, j'avais fait une formation de prothésiste ongulaire qui m'intéressait déjà. Je les faisais moi-même sur moi, on était pareil, c'était un peu les débuts aussi. Et j'avais envie, ça me plaisait, donc je le faisais en plus de mon travail de l'époque. Et donc j'ai commencé avec les ongles, les épilations, les soins visage en clientèle. Les cils sont venus progressivement parce qu'il a fallu démocratiser la chose. Mais c'était pas ce que je faisais le plus. D'accord. Et après je me suis installée en institut au bout d'un moment. Vous avez créé votre institut physique, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Au bout de 5 ans et demi à domicile, à voir dans une grosse ville, du coup avec les bouchons, les problèmes de stationnement, manipuler la table, etc. C'était compliqué physiquement, tout simplement, parce que j'adorais le domicile, mais physiquement ça devenait compliqué. J'avais envie de développer aussi plus de prestations, parce qu'à domicile on est quand même limité dans le matériel qu'on peut transporter. Ah oui, Voilà, et donc du coup, j'ai trouvé un local, je me suis installée. À Montpellier? À Montpellier, toujours. Et du coup, ça m'a permis de développer d'autres prestations, et c'était en 2016. Et c'est là que les extensions de cils, surtout, ont fait un gros boom en France. En 2016, c'était devenu la prestation à faire nouvelle. Et donc, j'ai eu énormément de clientes en extension de cils. Et en fait, c'est mes clientes qui m'ont finalement spécialisée en extension de cils. Et ce sont vos clientes du domicile qui vous ont suivi, ou vous avez créé une nouvelle clientèle? Alors un peu les deux. J'ai eu la chance d'avoir, et j'ai toujours la chance d'ailleurs, d'avoir énormément de mes clientes qui étaient à domicile qui m'ont suivi. Ce qui m'a permis de commencer dans un local avec des charges totalement différentes, avec un pool. En fait, avec une cliente, avec un chiffre d'affaires déjà fait. Et puis après, le fait d'avoir moins de déplacements, donc plus d'heures d'ouverture, avoir d'autres prestations, ça rassurait aussi les gens d'avoir quelqu'un dans un local physique et pas d'être chez soi. Ça m'a permis de développer une autre clientèle. Et c'est vrai que j'ai une clientèle très très fidèle depuis 2010 que je me suis installée avec mes premières clientes à domicile, et 2016 avec l'Institut. Et donc, quand vous avez créé cet institut physique, qu'est-ce que vous avez pu proposer en plus en termes de prestations? Alors, j'ai pu proposer un peu plus de soins visage avec des machines. Ah oui, donc, à domicile, c'est vrai que c'est pas évident d'aller avec ces appareils. C'est ça, il y a des appareils qui sont petits mais qui du coup sont fragiles quand même, donc c'est compliqué. C'est beaucoup de manutention aussi parce que du coup le coffre n'est pas forcément extensible. Donc dans une prestation, moi je faisais beaucoup de prestations différentes, donc dans mon coffre il y avait beaucoup de matériel. Donc je pouvais pas tout emmener tout le temps. Et puis il y a des prestations aussi où les gens inconsciemment se disent que ça c'est dans un lieu physique, c'est pas chez elles. Comme quoi? Tout ce qui est machine, vraiment, tout ce qui est appareillage. Par exemple, j'avais investi dans la fontaine de Bluméa. Ça, j'en ai quasiment jamais fait quand j'étais à domicile. Par contre, dès que je me suis installée en institut, j'en ai fait beaucoup plus. Parce que je pense que dans l'inconscient des gens, un lieu physique consacré à ça,
ça amène une légitimité. Et donc c'était plus facile, ça, et les extensions de cils que j'ai fait beaucoup plus, parce que les extensions de cils en déplacement c'est très compliqué, parce que les cols sont capricieuses, à l'humidité, à leur température, donc je suis dans le sud, donc entre une maison qui a la clim à 20 degrés et un appartement qui n'a pas de clim, ma colle c'était catastrophique. Donc du coup en domicile c'était beaucoup plus simple, à l'institut c'était beaucoup plus simple parce que je contrôle mon ambiance. Tout à fait. Et vous avez suivi des formations spécifiques extension de cils à cette époque-là, justement, puisque c'était les débuts, il y avait pas mal d'autres esthéticiennes ou même d'autres professionnels qui pouvaient peut-être le proposer. Oui, alors moi je suis quelqu'un de très perfectionniste, donc du coup je vais chercher des petits détails dans chaque formation, et à l'époque c'était vraiment le début des formations, c'était le début des masterclass, donc où il y avait des étrangères qui venaient en France pour former. Moi ce qui a été le déclic, c'est justement quand j'ai ouvert mon institut, donc en 2016, le week-end juste avant l'ouverture, j'ai organisé une masterclass avec Anna Pucciato, qui est en Angleterre, c'est la créatrice de la marque London Lash, qui c'était mon premier masterclass où là d'un seul coup j'ai découvert un monde. J'ai découvert une autre philosophie, j'ai découvert l'amplitude de tout ce qui pouvait se faire sur les cils. Bien qu'en 2010, quand je m'étais formée, j'avais eu une bonne formation pour l'époque. En fait, il y avait plein de choses où on n'était pas du tout au fait en France, en fait. Et comme quoi tout ce qui était symétrie des yeux, tout ce qu'on appelle le mapping, donc la correction, en fait. Comment je fais pour une cliente qui a un œil un peu plus fermé que l'autre, les rendre à peu près équivalents, une cliente qui a des yeux ronds, les étirer, enfin toute la stylisation. Tout ça, on la faisait sans la faire, en fait. On faisait un peu la même chose à tout le monde. Après, il y avait des histoires de courbures, où d'un seul coup, il y a eu plus de courbures, plus de diamètre, peut-être plus de choix, plus de possibilités. Et ça, moi qui j'aime le détail, c'était magique pour moi. Et à partir de ce rendez-vous-là avec Anna Pucciato, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, il y a plein de choses à apprendre, je vais aller les chercher. Et en l'année 2018, j'ai fait 11 formations dans l'année. Ah oui. Ah là, c'était intensif. Oui, alors le budget que j'ai dépensé, je ne veux même pas le savoir parce que je ferais peur. Parce que la majorité en plus des formations n'étaient pas en France. J'en ai eu, bien sûr, puisqu'à l'époque, il y avait une lash artiste qui organisait beaucoup de masterclass avec justement des étrangères. Donc j'en ai fait pas mal avec elle. Après, je suis beaucoup allée à Londres, je suis allée en Belgique, je suis allée en Italie, j'ai fait plusieurs formations comme ça. J'ai investi sur moi, ce qui a fait ma différence. C'est-à-dire qu'en 2016, les extensions de cils, ça a explosé au niveau des clientes, mais au niveau des techniciennes, on était très peu. Et surtout, on était très peu de bien formés. Ça a fait ma différence totale, c'est-à-dire que je me suis retrouvée des fois avec des étrangères qui venaient, donc des étudiantes par exemple, qui venaient avec Erasmus ou des choses comme ça, et qui me disaient mais en France, il n'y a personne qui a des extensions. Chez nous, il y en a partout. Parce qu'on était en retard forcément en France. Et elles me disaient toujours qu'elles avaient du mal à trouver quelqu'un qui adaptait ce qu'elles faisaient à elles. Et ça, c'est toutes les formations que j'ai fait qui m'ont permis de faire ça, de prendre les petits détails de chacune de ces formatrices mondialement connues, qui m'ont permis de faire ma personnalité à moi. J'ai pris un petit peu de chacune et je l'ai mis à ma sauce. Et ça donne ce que mes clientes aiment aujourd'hui sur mon travail. Et c'est, il me semble, à peu près à la même époque, en 2018, que vous décidez même de créer votre propre marque Lash Pro Secret, c'est ça ? Alors c'est un petit peu plus tard, c'est-à-dire qu'en 2016, quand j'ai rencontré Anna Pucciato, elle m'a proposé de devenir la distributrice France de sa marque. D'accord. Donc je suis devenue la distributrice France de sa marque, et en 2018, je suis devenue formatrice pour sa marque. Moi, j'avais commencé à former en 2012. Mais vraiment à partir de 2018 2017-2018 où j'ai été chercher tous ces détails, et ensuite en 2020 avec le Covid, puis le Brexit qui était un peu avant et le Covid juste avant, il y a eu des modifications dans la marque London Lash et puis dans mes désirs aussi, et c'est ce qui m'a permis moi de créer ma marque, donc Lash Pro Secret, donc en 2020-2021.
Et alors, vous disiez qu'en 2012, vous formiez déjà. Vous avez toujours formé aux extensions de cils ou c'était sur autre chose? C'était sur les extensions. Moi, dans le monde du sport, j'étais déjà formatrice, donc j'ai toujours eu un parcours de formatrice. J'étais directrice d'un centre de formation dans la natation, exactement. Et en 2012, j'ai eu l'opportunité par un centre de formation et mon école d'esthétique qui m'avait formée. Ils cherchaient, c'était là que les extensions de cils étaient en train d'arriver. Ils cherchaient une formatrice. Étant de base dans la formation, ça m'a intéressée. Je suis allée me former en tant que formateur. Je fais une formation de formateur dans les extensions de cils, c'était en Suisse, avec l'une des marques que j'utilisais à l'époque. Et j'ai commencé à former comme ça. Donc en 2020, donc peu de temps après le Covid, vous lancez donc votre propre marque. Mais oui. Comment ça se met en place et pourquoi ? Alors, pourquoi ça se met en place? Parce que, comme je disais, il y avait eu des modifications chez London Lash, où j'étais la distributrice, qui ont fait que eux ont repris certaines distributions. Et moi, l'envie aussi d'avoir des produits qui me correspondaient. C'est-à-dire que distribuer la marque de quelqu'un d'autre, c'est très bien, mais il y a forcément des produits avec lesquels j'étais pas alignée, parce que c'est pas mes produits à moi, donc chacune a ses préférences. Donc j'ai voulu créer le produit qui me convenait à moi totalement pour ma clientèle et du coup qui pourrait correspondre aux techniciennes qui me ressemblent. Donc j'ai essayé d'avoir le produit aligné avec ma philosophie, avec ma technique aussi, parce qu'il existe plein de techniques différentes pour faire les extensions et on peut avoir des techniques différentes et travailler du coup avec des marques différentes qui ont des textures ou des spécificités différentes de cils. Oui, donc j'ai créé mon produit chouchou pour moi. Oui, parce que justement, comment on fait la différence d'une extension de cils à une autre? Quels sont les critères d'un cosmétique? On va voir les ingrédients, les fragrances, mais au niveau d'une marque d'extension de cils, comment on arrive à choisir la bonne marque? Alors, déjà, il faut tester. Parce que on est vraiment là purement dans la technique. Donc il faut tester si notre main, notre pince, notre technique correspond au produit. Et après, il y a des critères esthétiques. C'est-à-dire que là, on va aller vraiment un peu plus dans le précis des extensions de cils, mais ne serait-ce que la fibre en elle-même, elles ont des brillances différentes. Oui. On a des finitions mat, semi-mat, naturelles, shiny ou glossy. Après, les marques peuvent donner des noms. Donc c'est en général des cils en soie ou des cils en cachemire ou en vison. Donc ça, c'est que des appellations commerciales. Bien évidemment, il n'y a pas de soie ou de vison dans nos produits, mais c'est des finitions. Et donc, une technicienne peut déjà préférer quelque chose de plutôt mat ou plutôt brillant. Déjà, ça sélectionne. Ensuite, on a la fibre en elle-même. On a des fibres, ce qu'on appelle short tips ou long tips. Donc, short tips, c'est la pointe de l'extension qui est plus courte. C'est-à-dire que notre extension, c'est un cône. Donc, elle va avoir un diamètre à la racine et forcément, elle s'affine progressivement pour imiter le cil naturel. Les short tips sont des extensions qui s'affinent très tard. Les long tips sont des extensions qui s'affinent très tôt. Visuellement, ça fait pas la même chose. Une short tips va faire un effet plus noir qu'une long tips. Donc ça, c'est pareil, c'est un goût de la technicienne. Ensuite, vous avez la bande sur laquelle sont collées les extensions, qui peut être foncée, qui peut être claire, qui peut être très collante, qui peut être moins collante. Et tout ça, ça a un impact sur comment on va former nos bouquets, surtout en volume russe. Et donc, par exemple, moi, une bande large, peu collante, j'arrive pas à travailler avec. Je vais y arriver, mais ça va me mettre du temps. Je vais mettre du temps à faire mes bouquets. Tandis que les miens, forcément, je les ai créés comme ça. J'ai une bande courte, claire, avec une viscosité, on va dire une adhérence moyenne. Et là, mes bouquets, je pose ma pince dessus et mon fan se fait tout seul. Donc, c'est une histoire d'alchimie entre la fibre, la bande collante et notre technique à nous. D'où l'intérêt de tester comme vous le conseillez au début. Et comment est-ce que vous avez fait pour créer votre marque? Parce que ce soit des extensions de cils ou même un cosmétique, une esthéticienne n'est au départ pas formée, on va dire, pour ça. Comment est-ce qu'on fait? Alors c'est un petit parcours du combattant. Il faut trouver les usines. Donc la magie d'Internet aide beaucoup. J'ai eu la chance aussi d'avoir un réseau avant.
par justement mon expérience avec la marque London Lash que j'avais eu avant. Donc j'avais un réseau de formatrices, mes consoeurs de l'époque, d'usines, etc. J'avais testé beaucoup de produits pour eux, donc je savais déjà un peu ce qui se faisait autre, qui me plaisait et qui me plaisait pas. Et donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on contacte les usines qui nous envoient des échantillons. Et ces échantillons, derrière, il faut les personnaliser. Il y a beaucoup trop le petit coup de gueule d'aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de personnes qui font venir des produits d'usine. Donc, le produit d'usine, c'est du produit de base, forcément. Et ils mettent leur nom dessus. Juste leur nom dessus. C'est des marques blanches. Et ça, le problème, c'est que c'est des extensions qui sont pas forcément de mauvaise qualité, mais qui sont pas personnalisées. Donc, du coup, il n'y a pas le travail derrière pour que ça soit le petit truc en plus. C'est ça. Et ça, c'est vraiment le travail de la technicienne. Et dans les marques, il existe des marques qui sont faites pour faire du business. Donc, ou en général, souvent, c'est des marques blanches. Et après, il y a des marques qui sont faites par des techniciennes qui vont l'utiliser elles-mêmes tous les jours. Donc forcément, elles vont créer un produit qui fonctionne. Elles ne peuvent pas se permettre dans leur clientèle d'avoir un produit qui est bas de gamme, c'est pas possible. Donc du coup, on prend ces produits-là et on fait plein d'allers-retours avec l'usine pour changer la couleur de la bande, pour changer le collant, pour ajouter des choses, pour le truc tout bête. Mes extensions ont sur chaque bande ont le diamètre, la courbure et la taille décrite. Mais en fait, quand on a enlevé la bande de la boîte, si on n'a pas ça, on sait plus ce que c'est. Ah bah oui. C'est des détails. Et souvent, les filles qui prennent mes produits me disent « Ah, mais c'est bien ça, j'y avais pas pensé. » Mais oui, moi, je suis technicienne. Bah c'est ça. Du coup, j'ai créé ce qui était pratique pour moi. C'est ça. Et ce qui est pratique pour moi est pratique pour beaucoup de gens. Bah c'est ça. Ça fait toute la différence, comme vous le disiez, par rapport à des marques blanches qui sont pas conçues par des personnes qui sont sur le terrain finalement et qui sont confrontées en direct avec les problématiques qu'on peut rencontrer pendant qu'on pratique. C'est ça, totalement. Moi, quand je coupe mes bandes pour une histoire d'hygiène, en fait, avoir des bandes plus petites et ne pas les remettre dans la boîte tout le temps. Si je coupe ma bande et que j'ai plus le début où il y avait écrit la taille, après je suis perdue sur ma palette. Tandis que là, comme c'est écrit partout dessus, je suis jamais perdue. Donc c'est des petits détails comme ça qui font qu'une marque va être plus pratique qu'une autre. Donc en 2020, vous lancez votre marque et à ce moment-là, vous pratiquez toujours dans l'institut que vous avez ouvert quelques années auparavant ? Oui. Alors j'ai changé de lieu en 2020, justement j'ai ouvert un institut plus grand où dedans j'avais mon centre de formation et j'ai pu aussi embaucher un peu plus d'employés pour m'aider à faire tout ça. Mais oui, ça me semble important. Je suis formatrice, je suis créatrice de la marque. Si je pratique pas, je me déconnecte complètement du terrain. Et les extensions de cils, on le voit depuis quelques années, c'est un domaine qui a énormément évolué. On est passé de très peu de courbures à énormément de courbures, plein de styles différents. Il faut être à la page en fait. Et je peux pas me permettre de former mes stagiaires en 2025 comme je les formais en 2016. Bien sûr. Le métier n'a plus rien à voir. Donc si je suis pas en clientèle, je vois pas l'évolution et du coup je deviens une mauvaise formatrice. Pour moi, la formatrice, c'est une technicienne. Elle est obligatoirement technicienne. Si elle ne forme que sur ce qu'elle a appris en théorie, c'est pas possible. Et là, pareil pour ma marque, du coup. Si je suis pas technicienne, je vois pas l'évolution des demandes des clientes, parce que des fois il y a des évolutions, mais qui sont que sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'en fait les clientes ne veulent pas, c'est que ce sont des tendances. C'est des tendances, mais qui prennent pas en clientèle. Si je suis déconnectée du terrain, je vais me dire ça prend, je vais développer ce produit-là. Mais en fait, les clientes finales, les techniciennes, vont pas l'acheter puisqu'en clientèle, elles en ont pas besoin. Donc, je vais avoir développé un produit qui sert à rien, à part pour mettre joli sur les réseaux sociaux. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Donc, si je suis en clientèle, je vois l'évolution des tendances, de ce qui fonctionne réellement, et je peux m'adapter en créant le produit qui correspond. L'exemple type, c'est les extensions marron. Il y a quelques années, les marrons, on n'en utilisait pas du tout. Aujourd'hui, c'est une grosse tendance, on en utilise de plus en plus. Moi, j'ai une clientèle qui a une 40aine d'années en moyenne, donc c'est une clientèle sur laquelle on utilise beaucoup le marron. Et j'ai pu le voir, c'est ce qui m'a permis aussi de choisir le type de marron que j'allais utiliser dans ma marque. Oui, je comprends. Le fait d'être au contact de la clientèle nourrit votre créativité, on va dire, au niveau de votre marque, de son évolution en fait perpétuelle. Totalement.
Donc là, aujourd'hui, votre espace, c'est toujours le même ou vous avez changé depuis 2020 ? Non, je suis toujours dans le même local qu'en 2020 où j'ai l'institut, le centre de formation et la boutique. Et alors, comment on vous retrouve ? Quel est le nom de vos espaces ? Alors, j'ai 2 noms du coup. L'institut qui est Nos Petits Secrets, ouais. C'est la première entité, on va dire. Ouais. Et ensuite, la boutique qui est L'Âge Pro Secret. Et alors, Nos Petits Secrets, vous êtes combien à y œuvrer ? Alors, au total, pour tout, on n'est que 3. D'accord. On est multitâches toutes. Et qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous proposez ? Donc, évidemment, des prestations d'extension de cils, mais pas que. Ah non, pas que. J'ai avec moi une technicienne multitâche ouais. qui est comme moi, qui est une passionnée. De toute façon, je pense que pour travailler avec moi, il faut être une passionnée. Et perfectionniste, donc Farah, qui est la spécialiste des ongles. D'accord. Donc moi j'avais commencé par les ongles mais je le fais plus du tout, ouais. Plus le temps. Donc elle c'est sa spécialité mais qui fait aussi l'esthétique traditionnelle, les épilations, les soins visage. Oui. Et on a développé l'épilation définitive au laser, on a développé la minceur et l'anti-âge. Donc là avec des machines du coup que je pouvais pas avoir quand j'étais à domicile par exemple. Voilà, moi je fais toujours le regard, donc les cils mais aussi les sourcils, ce qui va avec, et surtout depuis le Covid et les masques où on voyait plus que les yeux. Ouais. Je fais du tatouage, donc sur le visage, pas de tatouage décoratif, oui. mais je fais du sourcil et la bouche, mais surtout les sourcils, je fais pas les yeux. Voilà, c'est déjà pas mal, on fait beaucoup de choses déjà, toutes les 2. Donc l'esthétique traditionnelle, voilà, soins visage, épilation, massage, ongles, soins minceur, soins anti-âge, tout le regard. Ce qui fonctionne très bien, c'est voilà, les extensions et le lash lift aussi, ça marche très très bien, et le tatouage. Voilà. Et ensuite la troisième, ma deuxième employée, du coup la troisième personne, elle s'occupe de tout ce qui est accueil, les commandes et la com. Et au niveau des marques, lesquelles vous avez sélectionnées ? Alors, dans l'institut, j'aime beaucoup travailler en épilation avec filles au pluriel. Je trouve que leur cire est très efficace. Les odeurs, quand mes clientes rentrent dans la cabine, elles me font « ça sent bon ». Je fais « c'est ma cire, j'ai même pas besoin de mettre de parfum ». Donc voilà. Après, bien sûr, pour tout ce qui est regard, pour les cils, ma marque. Évidemment. Évidemment. Pour le lash lift, je travaille avec la marque Inlay, que j'aime beaucoup. Je trouve que les produits sont très efficaces et éthiques, qui correspondent très bien à ma philosophie. Pour les machines, je travaille avec Blumea. J'aime beaucoup Blumea, donc j'ai la Néo-Care de Blumea et la Fontaine de Blumea. Le laser, je travaille avec Keros, donc c'est l'Alpha Line, le laser diode. Voilà. Pour les ongles, Farah a plusieurs marques, mais c'est vrai que dans les marques qu'on aime beaucoup, il y a Victoria Vine. On trouve que les couleurs et tout sont pas mal. Voilà. Et pour le tatouage, je travaille avec Fibro. J'ai été formée Fibro et Permablend. Et pour les soins visage ? Pour les soins visage, on travaille avec Dermalogica. D'accord. Marque experte, très pointue sur le soin de la peau. C'est ça. Et alors aujourd'hui, votre quotidien, donc vous le partagez entre la clientèle, les formations, mais vous êtes aussi juge de concours. Oui, alors ça c'est le fait d'avoir, comme je vous disais tout à l'heure, ma vie est une succession de rencontres et d'opportunités. Donc ça, si je peux transmettre aux gens, c'est rester à l'écoute de tous les signes qu'on peut vous faire et des belles rencontres que vous pouvez faire dans une vie. Le fait d'être distributrice et formatrice de la marque London Lash m'a fait rencontrer énormément de monde. J'ai rencontré mes consoeurs formatrices et distributrices des autres pays. Et ça m'a permis du coup d'avoir aussi une visibilité, une légitimité auprès des masters. Quand je les ai fait venir chez moi, du coup c'était plus facile parce que j'avais déjà une petite visibilité. Et ces masters, au fur et à mesure, je les ai choisis. C'est-à-dire que j'ai pas pris des formatrices, donc en général c'était des Russes ou les pays de l'Est souvent. Elles sont quand même
bien reconnues dans nos domaines. Je les ai prises pour leur qualité et pas pour le côté business. Alors bien évidemment, il y en a qui viennent en France pour faire de l'argent, mais il y en a beaucoup qui viennent pour transmettre vraiment quelque chose. Et j'essaye de m'accrocher à la belle partie des gens, justement, à la partie échange, à la partie investissement auprès des gens. J'ai envie de transmettre. C'est ce que moi j'ai envie de faire, et donc c'est ça qui m'attire chez les gens. On attire les gens qui nous ressemblent de toute façon. Oui. Et donc j'ai rencontré beaucoup de masters qui m'ont appris des choses, à qui j'ai appris. Je me suis retrouvée sur une masterclass, c'était très drôle, avec une master russe qui était en train de développer sa propre marque pendant que moi je développais ma marque. Ouais. Et on s'est donné plein d'astuces, on s'est même donné des noms d'usines. Ah oui, d'accord. Donc, on est vraiment dans l'échange. En fait, on n'était pas du tout concurrentes. Puis en plus, on n'est pas sur le même marché. Oui, elle est russe, je suis française. Mais elle n'était pas du tout obligée de faire ça. Bien sûr. Elle m'a donné des produits pour que je les teste. Je lui ai donné toutes mes... voilà, je lui ai dit, ça, moi, j'aime pas parce que ma technique, elle est comme ça, etc. Et je sais qu'elle a fait des changements par rapport à ça. Et elle m'a fait la même chose sur mes produits. Donc ça, c'est vraiment... ça, c'est une richesse de notre métier. En fait, on dit souvent que le monde de filles est pas sympa. Et on peut avoir des petits moments sympas comme ça quand même. Quand même. Oui, complètement. Et du coup, toutes ces rencontres ont fait que mon travail, le fait que je rencontre régulièrement les gens, on m'a invité une première fois en tant que speaker, puis en tant que juge, et puis après c'est boule de neige. Les gens vous connaissent, vous reconnaissent. Les candidates, par exemple, quand je juge, j'aime bien expliquer. Pourquoi ? Quand on juge un concours, on va donner des notes, mais on a toujours une case commentaire. Oui, et ça c'est important. Voilà, il y a des juges qui vont rien mettre, ou qui vont mettre un petit smiley, ou qui vont mettre un RAS, ou bon travail. Oui, quand c'est excellent, on n'a pas grand-chose à dire, c'est un très bon travail. Mais quand il y a des petits trucs, c'est intéressant d'expliquer pourquoi. Et pas juste, par exemple, là il y a des décollements. Oui, mais pourquoi il y a des décollements ? Ça c'est mon côté formatrice, mais du coup j'explique, et c'est vrai que j'ai beaucoup de candidates derrière, quand elles ont leurs notes et qu'elles ont les noms du coup des juges qui ont noté, qui m'envoient des messages en me disant vous m'avez envoyé ça, merci, c'est sympa. Et moi j'ai gardé les photos, et donc je peux continuer en fait à leur expliquer ce qui allait, ce qui allait pas. Des fois il y a des choses magnifiques où franchement je leur dis mais allez-y, lancez-vous. Mais toutes celles qui ont besoin de se rassurer, des fois c'est juste se rassurer, parce qu'en concours c'est pas simple. On n'est pas dans les bonnes conditions, on n'a pas beaucoup de temps. C'est stressant. C'est stressant. Je sais que ça a fait ma force, et donc du coup derrière, on me recontacte pour être à nouveau juge ou être speaker. Et vous êtes un petit peu un mentor pour ces filles qui vous recontactent après avoir lu vos commentaires lors de votre jugement pendant le concours. Oui, pour certaines. Alors, celles qui font des concours, il y a de tout. Il y a des filles très 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 expérimentées, et il y en a des toutes nouvelles. D'ailleurs, j'incite toutes celles qui sont débutantes à faire des concours, parce qu'il y a une catégorie en fait pour elles, la catégorie spécifique. Junior. Ouais. Et ça permet d'évoluer beaucoup plus vite, parce que on a des commentaires de plein de personnes qui vous connaissent pas, donc du coup qui sont complètement objectifs. Parce qu'on sait pas qui on juge, donc on est complètement objectif. Ouais. Donc ça c'est intéressant d'avoir des retours comme ça, et de pouvoir faire évoluer sa pratique avec la vision de quelqu'un d'autre. Et des fois aussi des sensibilités différentes. C'est toujours très drôle quand moi en tant que Française, je juge avec par exemple une Américaine et une Russe. Oui, parce que les tendances sont pas les mêmes d'un pays à un autre, les techniques non plus peut-être. C'est ça. Vous pouvez avoir une Américaine par exemple qui va mettre une note exceptionnellement bonne, et une Russe qui va mettre une note très mauvaise, parce qu'elles n'aiment pas la même chose. Donc le côté technique, ça elles vont noter à peu près pareil, mais tout ce qui est un peu plus subjectif sur l'effet global, etc., elles vont mettre des notes totalement différentes. Et c'est intéressant de voir ces commentaires, parce qu'on a plutôt une philosophie à l'américaine, à la russe, un peu au milieu. Enfin, après on fait notre mixte, mais c'est vrai que c'est des philosophies tellement différentes que c'est intéressant d'avoir les retours. Et quels sont les noms des concours justement dans lesquels vous pouvez être amené à être juge ? Il y en a plusieurs. Après on est contacté directement, puis après il y a des concours qui nous recontactent d'une année sur l'autre. Mais il y a des concours qui sont faits dans les salons. Voilà, comme les nouvelles esthétiques, etc. Des fois il y a des concours, et après il y a des concours tout seuls, ou des concours qui sont faits dans des conférences. Voilà, là, le dernier en date pour moi c'était la Lâche Conf à Paris, qui avait été organisée par Aïcha Jagueva, Patimat et
Lorraine, qui sont 3 masters en fait, 2 françaises, une russe, et qui avait organisé une grosse conférence avec un gros concours derrière. Donc ça, après, il y en a partout. Et après, il y en a des en ligne aussi, où là, les candidates envoient leurs photos. Et nous, on juge sur photo. Et alors, selon vous, Myriam, quels sont les éléments qui font qu'une esthéticienne réussit? Alors, qu'elle soit en cabine, ou même si elle a créé sa marque, ou si elle est formatrice, vous, par rapport à votre expérience? La passion. Ouais. Je pense que c'est un métier qui est devenu très concurrentiel. On est énormément dans tous les domaines de l'esthétique d'ailleurs. On est énormément. Il y a aussi de plus en plus notre métier malheureusement qui est pris par des personnes sans diplôme, sans aucune compétence. Alors les extensions n'ont pas besoin d'être du diplôme d'esthétique, mais par contre il faut des formations. Et moi quand je vois par exemple certaines qui ont vu un tuto sur TikTok et qui s'installent en tant que technicienne extension de cils, ça me fait mal pour leurs clientes. C'est un petit peu alarmant, oui. C'est ça. Et malheureusement, dans notre domaine, il y a beaucoup de domaines comme ça où on peut s'installer alors qu'on n'y connaît rien. Désolée, mais voilà. Et puis en plus, les marques se mettent souvent à vendre facilement en fait à tout le monde. Donc ça trie pas non plus celles qui ont fait des formations, celles qui ont une vraie connaissance et celles qui ont juste vu de la lumière, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on se démarque, c'est la passion. Parce que si on aime son métier, on va aller se former pour avoir les dernières technologies. On va aller se former pour avoir la précision, le petit truc en plus. Et si on est passionné, nos clientes aiment notre passion. C'est-à-dire que moi, je le vois, ma clientèle, quand je vois mes clientes qui me suivent depuis 2010 à domicile, j'étais à domicile, il faut se rendre compte quand même que j'allais les voir chez elles avec un tarif qui était moins cher. Forcément, j'étais micro-entrepreneur, j'avais pas la TVA, etc. Donc mon tarif était pas bas, j'ai jamais été bas de gamme, mais mon tarif était quand même moins élevé qu'avec un local et des charges. J'allais chez elle, il y en a certaines qui traversent, j'en ai une qui vient de Nîmes, donc pour celles qui connaissent le sud, Nîmes-Montpellier, il y a plus de 30 km, pour des épilations. Ah oui, ouais. Je les ai connues étudiantes chez elles, je leur faisais leurs épilations, elles ont déménagé sur Nîmes, elles continuent de venir me voir alors que potentiellement, en bas de leur immeuble, il y a une esthéticienne. Mes clientes n'hésitent pas à faire des kilomètres pour un savoir-faire, une technique propre à chacune en fait. C'est ça, le savoir-faire, la technique et le relationnel. C'est-à-dire que j'aime mes clientes. Des fois, je les aime un peu trop même. C'est-à-dire que du coup, je vais me faire passer après, et ça, il faut que j'apprenne, je sais à ne pas le faire. Mais il n'y a pas de créneau, je vais en trouver un. Je vais ouvrir l'institut un peu plus. Vous êtes très disponible. Beaucoup trop, oui, mais c'est aussi ça qui fait que mes clientes, elles abusent pas non plus trop parce que elles savent que je leur fais une fleur. Par contre, je le dis, ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que là, en fait, je vous prends en dehors de mes horaires d'ouverture. Et elles le savent, parce que si on le fait à chaque fois et qu'elles le savent pas, on pense que c'est normal. Habituel, Et le jour où on pourra pas le faire, elles vont pas être contentes. C'est important qu'elles le sachent. Et c'est vrai que ça, elles le reconnaissent. Et j'ai beaucoup de clientes qui me disent, mais j'irai jamais ailleurs, parce qu'en fait, elles viennent pour moi, au final. Et la passion plus ma personnalité fait que la clientèle vient et est fidèle. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à une esthéticienne qui aimerait devenir formatrice? Parce que c'est vrai que c'est un métier qui fait beaucoup rêver, mais c'est pas sans difficulté. Alors j'en ai 2. Le premier, c'est de se former. On ne peut pas être formatrice si on ne sait pas faire soi-même. Ça, c'est très important parce que je vois beaucoup, effectivement, ça attire énormément d'être formatrice parce qu'on pense que c'est de l'argent facile, etc. C'est pas du tout le cas. C'est très compliqué d'être formatrice parce que, moi en tout cas, je ne veux pas me retrouver face à une stagiaire qui a une question et j'ai pas la réponse. Je peux pas lui dire parce que. Non, en fait, parce que c'est pas une réponse. En tout cas, moi, dans ma philosophie, c'est pas une réponse. Si j'ai pas la réponse, ça m'arrive, des fois, je vais la chercher et je vais lui donner. Mais il me faut cette réponse. Les filles, je vois des fois des esthéticiennes ou des techniciennes cils qui sont formées depuis 3, 4, 5 mois. Elles peuvent être douées, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont doués tout de suite. Mais formez-vous, ayez beaucoup de clientes, ayez
quelqu'un en face de vous qui vous pose un problème. La cliente qui a le cil difficile, la cliente, le cil ne tient pas, l'extension ne tient pas. Il faut se confronter à la difficulté. C'est ça, si vous n'avez jamais vécu ça, la stagiaire qui va vous poser la question, vous ne pouvez pas lui répondre. Et du coup, vous faites la moitié de votre formation. La formation, c'est pas que je transmets une technique, c'est aussi les explications. Moi, je viens d'un parcours universitaire, donc peut-être que ça me tient un peu plus à cœur, mais j'ai besoin de tout comprendre pour pouvoir ensuite mettre en place mon art. C'est-à-dire que en extension de cils, notre métier, c'est la chartiste. Avant d'être la chartiste, on est une technicienne. C'est-à-dire qu'on a appris une technique, on a appris toute une théorie qui fait que on sait choisir notre colle, on sait faire des manipulations entre les différents cils, etc. Et une fois qu'on maîtrise ça, pour moi, on devient artiste parce qu'on utilise tout ça avec notre instinct. Mais parce qu'on le sait déjà avant. Sinon, il y a des manques. Pour moi, il y a des manques. Ouais. Donc, si on veut devenir formatrice, il faut d'abord se former soi-même, investir sur soi, avant d'essayer de transmettre à quelqu'un. Ça peut aller vite, comme ça peut mettre du temps. Après, ça dépend de la vitesse à laquelle on se forme et le nombre de clients qu'on a dans une journée, etc. Et puis son degré d'exigence, bien sûr. Mais formez-vous. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, attention, être formatrice, c'est pas savoir faire. C'est savoir faire. Ah oui. Juste savoir faire. On peut être la meilleure technicienne du monde, mais pas savoir expliquer ce qu'on entend. Tout à fait. Ça nécessite des qualités qu'on n'a pas forcément. De pédagogie et d'explication. Des fois, il y a des choses, c'est intuitif. En fait, on le fait, mais on ne sait pas pourquoi on le fait, mais c'est intuitif. La technicienne qui veut former doit savoir pourquoi elle le fait. Parce que si on fait un geste et que la stagiaire nous dit « Mais pourquoi tu fais ce geste ?» Je ne sais pas, c'est comme ça. Vous voyez, ça marche. Oui, mais ce n'est pas une explication, en fait. Il y a des stagiaires qui auront besoin d'intellectualiser plus les choses. Donc il faut pouvoir le faire. Et savoir faire, c'est un métier. Et enfin, Myriam, est-ce que vous auriez un conseil à donner ou un message à faire passer aux esthéticiennes de façon générale ? Faites-vous plaisir. Quand même. C'est important d'aimer ce qu'on fait. Oui. Alors, on a deux types d'esthéticiennes. On a les salariés et les entrepreneuses. Les salariés, faites-vous plaisir dans ce que vous faites, bien sûr. Les entrepreneuses, on est multitâches. C'est-à-dire qu'on est femme de ménage, on est comptable, on est community manager, on est formatrice peut-être, technicienne. Enfin, on est beaucoup plombier, on est tout ce qu'on veut. Voilà. Et ça, en fait, c'est plus qu'un temps plein. Il faut le savoir. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de phases. J'ai pleuré je ne sais combien de fois en me disant j'en ai marre, je veux redevenir salarié, c'est trop dur. Il y a les charges qui augmentent, il y a l'instabilité politique, etc. Qu'on ne sait pas si on va avoir des aides, on ne sait pas si la TVA va augmenter. Il y a plein de choses comme ça. C'est un stress permanent. Donc si on ne se fait pas plaisir dans ce qu'on fait, on n'y arrivera pas en fait. Et si on se fait plaisir, on renvoie du plaisir. On est un métier où on prend soin des gens. Si on se fait pas plaisir dans ce qu'on fait, les gens vont le sentir et vont venir parce qu'on est une bonne technicienne. Mais au bout d'un moment, ils vont trouver une autre bonne technicienne. C'est ça. Donc, se faire plaisir, c'est le principal. Ça donne une valeur ajoutée à ce qu'on propose, en fait. Complètement. Et aimer se faire plaisir et aimer ce qu'on fait vraiment. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai des clientes qui viennent me voir parce que je leur fais des mini-formations à chaque fois. Ah oui. Parce qu'elles me posent une question, je vais leur expliquer, mais parce que j'aime ce que je fais, donc j'aime en parler. Oui. Vous incarnez complètement ce que vous faites. Ah mais totalement. Et d'ailleurs, les prestations que j'aime pas, je les fais pas. Je suis curieuse, donc je vais aller me former. Je vais aller chercher finalement je vais aller chercher le pourquoi je l'aime pas cette prestation et ça confirme que soit c'est quelqu'un d'autre dans mon institut qui le fait, soit on le fait pas. Mais voilà, je pense qu'on ne peut perdurer en clientèle ou dans tous les domaines d'ailleurs que parce qu'on aime ce qu'on fait. Sinon au bout d'un moment on se lasse. Merci beaucoup Myriam. Merci à vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre écoute avec les autres épisodes de cette série spéciale Success Story d'esthéticienne. À bientôt!